Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Bon, je suis désolé pour la tête que je vous offre aujourd'hui un petit peu, je suis un peu malade, donc je vais parler un peu avec le nez, donc excusez-moi pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit témoignage très intéressant. On va parler du dernier livre de Franck Monnier. Je vous avais déjà présenté son premier livre sur la chaîne, qui était vraiment un magnifique livre, super bien fait. Et aujourd'hui, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Les dossiers mystérieux de l'Égypte ancienne, qui reprend un petit peu toutes les théories alternatives autour de l'Égypte, dont vous connaissez bien évidemment la teneur, avec des sujets comme par exemple les grues, l'impossibilité de déplacer les blocs, etc., l'ampoule de Dendera, enfin toutes les questions que les alternatives se posent autour de l'Égypte. Il en a fait une synthèse, il les débunk aussi un peu quelquefois, il en parle. Donc voilà, c'est enfin un livre qui est traité par un archéologue qui parle de ces théories alternatives. Donc je pense que le mieux pour en parler, c'est Franck. Donc je vais laisser la parole à Franck juste après. On se retrouvera à la fin de la vidéo aussi pour faire un petit point sur la cagnotte de mon projet en cours, Complot le Grand Virage. Allez, c'est parti, je laisse la parole à Franck. Donc salut Franck, comment tu vas? Ouais, salut Cyril, ça va et toi? Bah nickel. Donc comme je disais juste avant, je vais te laisser parler de ton nouveau livre. Je pense que le mieux pour en parler, c'est toi directement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Quelle a été la source de départ un petit peu? Alors l'envie, elle remonte à loin finalement parce que je suis naturellement passionné d'égyptologie par le métier que j'exerce. Mais quand j'ai découvert l'égyptologie quand j'étais jeune, j'ai aussi découvert l'archéologie fantastique, la pseudo-archéologie. C'est-à-dire que je me suis, pour me documenter, je me suis tourné vers tous les livres auxquels j'étais mis en présence, les livres d'histoire, donc forcément mon collège, mais aussi les livres qui décrivaient des civilisations antédiluviennes, beaucoup plus anciennes, avec des technologies beaucoup plus évoluées. Hein. Ce genre de bouquin qui a eu beaucoup de succès dans les années 60-70 et même 80. Donc forcément, on est confronté un peu à tout ça, mais sans être guidé, on n'a pas de jugement finalement. On prend tout, on avale, surtout quand on est jeune. On avale les informations. Et moi, ça me captivait aussi dans le sens où la pseudo-archéologie, ça t'offrait quelque chose d'assez croustillant, un peu comme des romans de science-fiction ou fantastique. Tu les lisais vraiment comme ça, avec des yeux. Tu imaginais que ça pouvait être vrai, sans forcément être convaincu. Donc tout ça me... Voilà, j'ai été un peu confronté à tout ça, et sans a priori. C'est-à-dire que j'ai appris l'histoire de l'Égypte ancienne, et j'ai en même temps appris la pseudo-archéologie. Et à force de lecture, à force de m'intéresser aux sciences, bah forcément tout ça, après, il y a un tri qui se fait dans ton cerveau, et sans forcément avoir un déclic comme ça, tu te rends compte de ce qui appartient au monde réel et tu te rends compte de ce qui appartient à l'imagination. Voilà. Et mais sans avoir forcément un regard critique, comme maintenant, on pourrait avoir un avis très tranché sur tout ça, quoi. À l'époque, c'était pas encore si polarisé que maintenant, je pense. Mm. Donc c'est vrai que enfin, le livre est très dense. T'abordes quand même pas mal de théories à l'intérieur. C'est un peu une bible de tout ce qui est dit aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça fait vraiment une mise au point directe et actuelle de tous ces sujets. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans ce livre. Mais du coup, comment tu as choisi un petit peu les thèses que tu abordes? Parce qu'il y en a tellement. Il y en a des plus ou moins sérieuses. Est-ce qu'il y en a que tu as abordé parce que tu y crois un peu? Ou est-ce qu'il y en a... Enfin, comment tu as fait le tri un petit peu dans tout ça pour les structurer dans un livre? Euh, alors c'est vrai qu'il est impossible de tout traiter. Parce que tout ce qu'on croise sur Internet, par exemple, ça peut se compter par centaines de publications différentes. Alors le truc, c'est que ces centaines de publications, finalement, elles peuvent se réduire à quelques dizaines parce qu'elles reprennent des thèmes assez généraux, assez vraiment... par exemple, on a l'histoire des réseaux souterrains qui se situent sous le plateau de Giza. Ça, c'est un thème récurrent qui existe depuis des centaines d'années, finalement, hein, des légendes et des mythes de souterrains situés sous le plateau de Giza. Ça existe depuis très longtemps. Et ça a été sans cesse repris, recyclé, puis remis à l'ordre au goût du jour, en fait, au 19e, au 20e, et puis maintenant. Par exemple, la fameuse annonce il y a 2 semaines d'une grande découverte d'une ville située sous la pyramide de Képhren. Bah, ça, finalement, c'est quelque chose qu'on recycle et qui prend ses bases sur ces vieilles histoires.
Donc voilà, le but, c'est de recadrer tout ça, c'est de se dire on a des thèmes principaux comme ça qu'on revoit, qu'on recroise régulièrement. On a ces histoires de souterrains, de labyrinthes. Ensuite, on a tout ce qui concerne la grande pyramide de Khéops. Alors là, forcément, c'est le point central de toutes ces théories, puisque la pyramide de Khéops, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on formule des théories extraordinaires qui l'entourent. Par exemple, la pyramide produirait de l'électricité ou une forme d'énergie. Ça, je trouvais ça captivant. Et ça me captivait aussi étant jeune, ça. Alors moi, Oui, je me souviens quand j'étais ado, je devais avoir 11 ou 12 ans. Alors, je lisais tout comme ça. Alors, je tombais sur... je lisais aussi bien Jean-Philippe Loher, des égyptologues, que des gars qui venaient vous dire que la pyramide pouvait venir réaiguiser une lame de rasoir. Donc moi, je construisais une pyramide en Lego, je mettais du plâtre dessus, j'avais ma petite pyramide et je mettais une lame de rasoir usée dedans, quoi. Et je voulais voir ce que ça... J'étais persuadé que ça allait marcher. Alors ça ne marchait pas, je me disais, ah, mince, j'ai fait vraiment un truc trop pourri, ça ne marche pas, quoi. ma pyramide en Lego recouverte de plâtre, elle ressemble à rien, ça ne peut pas marcher. C'était ça mon raisonnement. Donc bon, après, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu des expériences de fait, que tout ça, ça relevait du fantasme, c'était... Donc du coup, parce que là, c'est là qu'on se dit, mais comment tu sources, sur quel type de travaux tu t'es basé justement pour démonter un petit peu toutes ces théories, quoi. Alors le but, c'est pas de démonter des théories, finalement, je trouve, parce que ça, c'est quelque part, ça donne l'impression qu'on retire du rêve aux gens, et ça, je veux pas. Il y a des gens qui rêvent avec ça et qui ont envie finalement de s'accrocher à quelque chose, et je veux pas leur dire, tenez, ce que vous croyez, je le brise et je le casse en deux et puis on jette tout, quoi. Ça, c'est dommage. En fait, le truc, c'est de leur dire, non, écoutez, il y a des trucs qui font rêver, des trucs merveilleux, et c'est pas cela. Voilà. Alors, quand ça marche pas, il faut regarder dans la bonne direction et voir ce qui est vraiment, ce qui est merveilleux dans la réalité, parce qu'il y a des choses merveilleuses. Donc, alors c'est vrai que le pouvoir des pyramides, bon, je suis désolé, a priori, il n'y en a pas. C'était pas la fonction première des pyramides, hein, on sait que c'est des tombes, et ça, je suis obligé d'y revenir aussi. Donc c'est de l'égyptologie, et là c'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, c'est des sciences, c'est des choses c'est des données qu'on a pu rassembler et qu'on a pu vérifier, et on est sûr, d'après la documentation égyptienne, c'est-à-dire d'après la parole donnée par les anciens Égyptiens eux-mêmes, que ces pyramides sont des tombes, que leur but c'était de préserver la dépouille du roi, de faire en sorte que son esprit rejoigne le firmament tous les jours. Voilà. La magie, elle est là, elle est dans la religion égyptienne, mais elle n'est pas non plus ce côté un peu... Finalement, c'est matérialiste de penser qu'une pyramide est une centrale électrique pour pouvoir faire fonctionner des appareils, des outils, quoi. Non, la pyramide, c'est quelque chose de spirituel, de religieux, ça n'a rien de fonctionnel. Mais du coup, là, tu dis que là, tu t'es basé sur des vrais travaux, hein, sur des études, sur des études factuelles et tout ça. Mais est-ce que tu penses que, parce qu'il y a des études, il y a des travaux sur ce genre de choses qui peuvent expliquer ou démonter un petit peu, ces théories. Mais est-ce que tu penses que malgré toutes ces études qui existent, tu vois, cette quantité d'informations, est-ce que tu penses que si les théories alternatives existent, c'est un petit peu aussi de la faute des égyptologues qui ne communiquent pas bien ou qui n'informent pas assez ou des choses dans ce style-là? Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs très complexes qui expliquent ça. Il y a ce besoin des gens de rêver, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je sais que quand j'étais jeune, quand j'ai été attiré par ça, quand vraiment je prenais plaisir à lire ce genre de bouquins, c'est parce que j'avais une profonde envie que le monde soit moins matérialiste, qu'il y ait de la magie quelque part. Voilà. Je voulais plus de magie autour de moi. Ça, je le sais, j'en ai conscience maintenant. Maintenant, on a beau en avoir envie, c'est pas pour autant que ce type de magie-là existe. C'est-à-dire que nos plus profondes espérances, parfois, peuvent être déçues. Ça, il faut s'y faire. Voilà. Il y a d'autres types de magie qui sont beaucoup moins... on va dire ésotérique, mais il faut savoir reconnaître la magie dans le monde, et là, cette magie-là n'existe pas. La magie des pyramides, en tout cas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est voilà, l'aspect un peu psychologique, individuel, chacun a ses raisons d'y croire. Voilà. Maintenant, est-ce que les égyptologues, les archéologues sont, on va dire, est-ce qu'il y a une défaillance de ce côté-là, du point de vue du partage des connaissances, de la diffusion? C'est pas évident, parce que on peut avoir des égyptologues qui vont s'exprimer à longueur de journée sur l'Égypte. On a d'ailleurs des documentaires qui passent régulièrement à la télévision. C'est pas pour autant qu'ils vont convaincre des gens
qui ont une forte envie de croire en autre chose que ce qu'ils veulent croire est faux. Voilà. Ça, c'est compliqué, en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir justement mettre l'accent, de mettre le doigt sur ces petits côtés, sur les côtés vraiment les plus fantastiques de la civilisation pharaonique, pour dire voilà, que les gens s'y raccrochent et qu'ils ne se sentent pas obligés de créer d'autres choses. Voilà. Et alors oui, peut-être que les égyptologues pourraient parler un peu plus de ce côté et s'adresser à un public plus large et être peut-être un peu moins scientifique, moins académique dans l'aspect, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment un facteur. Non, puis il y a aussi le fait qu'il faut, bien évidemment, dans des documentaires, comme on peut le voir, comme il existe sur l'Égypte, voilà, même si vous êtes des intervenants sérieux, que vous parlez sérieusement des sujets, c'est vrai qu'après, on voit off derrière, ça rappelle tant de mystères, on met toujours des mots bien choisis pour à chaque fois tenir le public en haleine. Et bon. Alors là, par contre, le reproche que je pourrais faire, c'est justement pour tenir le public en haleine, il faudrait éviter d'utiliser toujours à travers mystère, secret, genre de mots quand même, des mots clés qu'on retrouve 1000 fois dans un documentaire ou ailleurs, et finalement de mettre vraiment le doigt sur des choses qui sont finalement qui posent question, qui sont extraordinaires, etc., sans avoir dès qu'on montre une petite statuette complètement banale qu'on retrouve par milliers dans les musées, dire oh, voilà, quelque chose d'extraordinaire qui vient d'être trouvé dans les sables, là, et que les gens s'en fichent totalement, quoi, tu vois. C'est bon. Oui. Après, il y a des éléments de langage qui sont usants, ça c'est sûr, et je pense pas que ça aide les gens à retrouver la voie finalement de ce qui est sérieux, quoi. Et du coup, toi, est-ce que en tant que égyptologue, est-ce que il y a des théories, on va dire, un petit peu alternatives qui t'intéressent, qui te posent question, qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui acceptées, mais qui te permettent de dire, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Généralement, en fait, les théories alternatives, elles sont alternatives parce qu'elles ne répondent pas à la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'elles s'écartent des connaissances établies. Et on va dire, pour se justifier, elles sont obligées d'utiliser des arguments qui sont trompeurs. Donc forcément, je pense que une théorie alternative, par essence, n'est pas bonne. Si elle commence à être séduisante ou qu'elle commence à être finalement crédible, et on se dit « Ah ouais, là, il y a quelque chose », c'est qu'elle n'est plus alternative. C'est qu'elle répond au code, à la méthode scientifique, et finalement, on se dit, oui, d'accord, c'est bon, ça peut être vrai, parce que c'est justifié, parce qu'il y a des arguments, parce qu'il y a une vraie démonstration derrière, et là, on n'est plus dans l'alternatif, on est dans la science. Donc, il y a des moments, il y a une époque où je pensais que certaines théories alternatives faisaient partie du domaine de la science. Par exemple, le nombre d'or, pi, etc. Moi, je sais qu'au début, quand je lisais des choses là-dessus, il y avait en plus des égyptologues qui y croient fermement à ça. C'est-à-dire que ça, par contre, c'est vrai qu'on a des frontières qui sont mal tracées. On pense des fois que les théories alternatives ne sont défendues que par des chercheurs alternatifs et que les égyptologues sont de l'autre côté de cette frontière. Mais il y a des égyptologues qui sont aussi convaincus par ce genre de choses. Il y en a même, je suis sûr, qui croient au pouvoir des pyramides. De toute façon, il y a dans les deux sens. Il y a le convaincu qui devient égyptologue et l'égyptologue qui devient convaincu. Des égyptologues qui sont pas très scientifiques. Ouais. Mais je pense... L'ésotérisme a vraiment un pied dans le monde égyptologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui sont un peu fascinés par des personnages un peu obscurs comme Schweller de Lubix, qui a un succès, mais alors... je pense par exemple à Marc Lehner qui était un croyant et qui est devenu égyptologue. Oui, alors Marc Lehner, je trouve que c'est un peu différent parce que lui, il a vraiment commencé comme ça dans le milieu alternatif. Alors lui, il avait les deux pieds dedans, parce qu'il était financé par la fondation Edgar Cayce et il était persuadé que le Grand Sphinx avait été bâti par les Atlantes et que sous le Grand Sphinx, il y avait une salle avec des archives qui avaient été déposées par ces mêmes Atlantes après la disparition de l'Atlantide. Mais il n'avait aucune connaissance en égyptologie, donc il a débarqué en Égypte, il était très jeune, en se disant j'arrive, je vais fouiller autour du Grand Sphinx, je vais trouver la salle des archives, etc. Mais c'était pas si simple que ça, donc il a d'abord été, on va dire, mis en lien avec les gens qui travaillaient sur les lieux, donc les archéologues, les égyptologues, et finalement il a fait connaissance de ce milieu-là, et il s'est formé à l'égyptologie, il s'est formé à la civilisation égyptienne, il a commencé à l'apprendre. Et là il s'est rendu compte, il s'est dit ah oui quand même, quoi.
Maintenant que je connais un peu les choses, je connais mieux les civilisations et je connais mieux la réalité du terrain. Bon, bah d'accord, ce que je croyais avant est complètement faux. Et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu archéologue et il a eu la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, je trouve c'est différent, parce que lui, finalement, il a eu deux étapes dans son parcours. Une étape où il connaissait rien de l'Égypte, et une fois qu'il l'a connu, on va dire, voilà, il s'est complètement détaché des théories alternatives. Par contre, il y a des égyptologues actuellement, je pense qu'en étant égyptologue avec un doctorat d'égyptologie, sont persuadés que le nombre d'or et le nombre pi sont inscrits dans les grandes pyramides, que certains pouvoirs spirituels existent et sont palpables. Voilà, ça, c'est ce genre de choses que je trouve assez difficile à comprendre à partir du moment où là on a la formation et on a le bagage qui permet justement de nous armer contre ça. Ça, je trouve ça assez difficile à comprendre. Et donc, du coup, à travers ce livre, quel est ton message? Qu'est-ce que tu essayes de faire, en fait, de provoquer? Est-ce que c'est d'informer une nouvelle génération sur toutes les théories qui entourent les pyramides et d'en parler avec un regard un peu plus scientifique? Ou est-ce que c'est essayer de convaincre les convaincus? Quel est l'objectif de ton livre, en fait? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, il s'adresse à toutes les générations, pas que les jeunes, j'espère. Alors, c'est un guide, justement, qui est là pour répondre à toutes les questions qu'on se pose. Si on se pose des questions sur toutes les informations qu'on croise sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, et des informations qui sont, alors moi j'appelle ça des informations dissidentes. C'est-à-dire des informations vraiment qui veulent se détacher de l'égyptologie, alors entre guillemets officielle, de l'archéologie, de l'histoire telle qu'on la connaît. Et donc, si on croise sur les réseaux, par exemple, des histoires de souterrains cachés, de villes cachées sous la pyramide de Képhren, ou de pouvoir des pyramides, de pyramides qui produisent de l'électricité, ou d'ampoules représentées à Dendera, ou encore le nombre pi, le nombre d'or, enfin bref, tout ce genre de choses, tout ce type de choses, eh bien, on trouvera dans ce livre, en fait, tous les outils, toutes les informations qui nous permettront d'y voir plus clair, de tirer le vrai du faux. Parce qu'en fait, on va avoir les origines de ces idées. Donc, je retrace toute l'origine des mythes anciens et modernes. J'analyse toutes les théories alternatives et je les confronte en fait à la réalité du terrain, mais aussi à tout ce que les anciens Égyptiens nous ont légué en termes de témoignages. Ouais. Donc, c'est un livre qui, on va dire, commente et analyse toutes les théories alternatives, mais en plus, ça ne se limite pas à ça. Il vous fera découvrir la civilisation pharaonique autrement. Parce qu'en fait, une fois qu'on a lu le bouquin, on aura été mis en fait face en fait à des aspects très divers de la civilisation, à son architecture, ses monuments, sa religion, son écriture, et puis aussi à la science. Il y a beaucoup aussi de notions scientifiques et techniques qui sont expliquées dans le bouquin. Et du coup, est-ce que tu as eu du plaisir à écrire ce livre, à replonger un petit peu dans ces théories? Voilà, parce que ça a dû quand même, toi en tant qu'égyptologue, tu as dû quand même te dire à des moments, ce que je suis en train de démonter, c'est quand même... Non, parce que je trouve il reste de belles histoires de tout ça en fait. Alors c'est vrai que quand je me suis attaqué au livre, je me suis dit, est-ce que je m'embarque pas dans quelque chose quand même qui est un peu casse-gueule? Forcément, est-ce que je vais réussir à convaincre les gens? Est-ce que je vais réussir à intéresser ceux finalement qui ne s'intéressent pas à ces sujets, à s'intéresser aux sujets que je vais évoquer? Alors tout ça justement, c'était dans ma tête et j'ai fait en sorte de pouvoir répondre au désir de tout type de public, celui qui veut avoir des réponses sur ces théories-là, celui qui s'intéresse à l'Égypte mais qui veut avoir des informations qui tournent autour de ces théories. Et finalement, je me suis laissé embarquer, ça s'est écrit tout seul. Et ça m'a rappelé aussi le temps où moi, je lisais ces bouquins-là. Et finalement, à la fin, quand on se rend compte, par exemple, je prends le chapitre, comme exemple, le chapitre sur les histoires de souterrains, de labyrinthes ou de galeries cachées à Giza, ou bien le chapitre sur le pouvoir des pyramides. Finalement, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Alors, le pouvoir des pyramides, par contre, ça, c'est un vrai roman. Quand on se rend compte d'où ça part,
d'où ça vient, cette histoire de pouvoir des pyramides, de vraiment d'une personne qui à un moment a inventé quelque chose, et puis après ça a été monté en épingle comme ça. À tel point que dans les années 70, même les industriels pensaient que le pouvoir des pyramides était quelque chose de réel. Bon, il y a eu vraiment des études agronomiques avec des pyramides, de fausses pyramides comme ça, qu'on plaçait sur des parterres comme ça de culture pour voir si ça allait accélérer la pousse des plantes. Incroyable quand même. C'est-à-dire que c'était tellement populaire, c'était tellement répandu, ça a eu un tel succès en librairie que même des industriels et des scientifiques se sont penchés sur le problème. Ah, je trouve ça génial. Et donc ça, c'est vivant encore, parce qu'en fait, on a la pyramide électrique de Christopher Dunn, donc centrale électrique. C'est relativement récent, ça. Et ça se termine par quelque chose de plus inquiétant, c'est par exemple que cette histoire de pyramide résonante, enfin productrice d'énergie ou d'électricité, est reprise dans un article qui a été publié dans une revue prestigieuse et reconnue de sciences, de physique appliquée. Et alors là, à la fin, ça se conclut comme ça. On est dans une drôle d'époque quand même où, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout ça était finalement appartenait encore à un domaine bien délimité. On savait que ça appartenait pas à la science. Mais maintenant, même des revues scientifiques renommées jouent le jeu de ça pour avoir des vues, pour avoir des lecteurs, pour augmenter on va dire je trouve plus le terme. De popularité, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on le voit, on l'a vu encore récemment, d'ailleurs l'été dernier, ce type de problème, on le rencontre de plus en plus souvent, parce qu'en fait, on a eu une théorie de construction hydraulique à la pyramide de Saqqara, qui a été, qui est complètement abracadabrante, hein, vraiment, elle est complètement déconnectée de la réalité du terrain. Cette théorie a fait l'objet d'un article, et cet article a été accepté et publié dans la grande revue PLOS ONE. Ce qui fait que maintenant, on a des revues scientifiques qui cautionnent tout ça. Et là, je me dis, où on va? C'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué pour les gens de s'y retrouver, puisque si une revue scientifique cautionne ça, c'est que forcément, il y a une part de vrai, sinon elle ne l'aurait pas fait. C'est pas possible. C'est pour ça que un bouquin comme ça, je pense qu'il est vraiment... Il est vraiment temps que ça arrive et que les gens puissent avoir une idée quand même, puissent avoir de quoi se forger une opinion raisonnable sur tout ça. En tout cas, je conseille vivement ce livre que j'ai un peu feuilleté. J'ai pas eu le temps de le lire en entier. En tout cas, je suis content d'avoir participé à ma petite échelle en te fournissant des illustrations. Donc, je conseille à tout le monde, bien évidemment, de le lire. Donc, je te remercie, Franck, de m'avoir répondu. Merci et puis d'avoir pu présenter ton livre. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt, Cyril. Merci encore. Donc voilà, j'espère que cette petite interview de Franck vous a plu. Je vous invite vraiment à aller lire son livre. Je vous mets le lien en description pour pouvoir vous le procurer. Voilà, je suis très content aussi d'avoir pu aider Franck à lui fournir des illustrations. Je l'avais fait pour son premier livre, là je l'ai encore fait pour celui-ci. J'avais énormément d'images de lorsque je suis allé en Égypte, donc c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir aider Franck. En ce qui concerne la cagnotte de mon projet Complot le Grand Virage, donc on n'a toujours pas atteint la somme des 50% et il reste 12 jours pour pouvoir boucler cette cagnotte. Bon, je suis d'un naturel très optimiste. J'espère qu'on y arrivera. Je sais que beaucoup dans le sondage, vous avez été très nombreux dans les sondages à me dire que vous me suivrez. On est encore à peu près à 290 tipeurs, donc je pense qu'il reste encore beaucoup de monde qui vont participer. Donc je pense que il est encore possible que cette cagnotte voie le jour. J'espère vraiment que ça se fera parce que c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir exploiter mes capacités à travers des films documentaires comme Le Grand Virage. Surtout pour celui-ci qui sera une synthèse un petit peu des deux premiers. On refera le tour un petit peu de tous ces phénomènes du complotisme. Voilà, moi c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir vous mettre à 100% mes compétences, que ce soit à travers la musique, le montage, la prise d'interview, la mise en forme, sachant que pour celui-ci, je compte vraiment réaliser des animations qui vont vraiment servir le propos, etc. Donc voilà, c'est vraiment le seul moyen que j'ai de mettre mes compétences en avant. Donc partagez cette cagnotte, participez-y si le cœur vous en dit. Vraiment, j'espère vraiment que ce projet verra le jour. Donc voilà, je vous mets là aussi le lien en description. On se retrouve très bientôt parce que je suis en train d'écrire une vidéo sur les sectes en France, c'est très passionnant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il me reste encore un petit peu d'écriture à faire et puis surtout vous trouver des illustrations pour pouvoir un peu
mieux illustrer mon propos. Donc, restez connectés sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir. Laissez un commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous pensez. Si vous avez hâte de lire le livre de Franck, je rappelle, les dossiers mystérieux de l'Égypte ancienne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre santé mentale. Soyez heureux. Allez, ciao.